c'est juste si toutefois on souhaite l'éteindre, est-ce qu'on peut l'éteindre? Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Gaston. Je travaille pour Archipel Développement depuis un certain moment, je ne dis plus le nombre d'années. Et j'ai dirigé l'agence de développement de 2015 à 2018 avant de retourner à Bruxelles, présider l'OCTA quelque temps. Et je continue à représenter Saint-Pierre-et-Miquelon auprès de l'Union européenne. C'est un grand plaisir pour moi d'animer cette journée avec de très nombreux intervenants. On a structuré la journée autour de 2 temps forts. Le premier, c'est tout ce qui a été réalisé avec l'Union européenne, donc avec la collectivité territoriale, les autres collectivités et nos partenaires. Et dans un deuxième temps, on verra, plutôt en se projetant vers l'avenir, ce qui peut être fait dans les 5 prochaines années. On est à un tournant des relations des PTOM avec l'Union européenne, puisque la Commission européenne vient de prendre une nouvelle décision d'association d'outre-mer pour 7 ans. Donc, c'était un moment idéal pour se retrouver. Donc, vous avez vu que SPM Première a prévu des moyens importants. On les remercie vraiment de prévoir cette couverture pour toute la première session. Et donc, ce sera retransmis sur Facebook Live, Facebook Saint-Pierre-et-Miquelon, la première en live. Et donc, pour commencer, on va vous montrer une première vidéo qui va, au travers de témoignages, montrer quelles ont été les relations de l'Union européenne avec Saint-Pierre-et-Miquelon sur les dernières décennies. Merci de votre attention. Bonjour, je suis Dorothée. Je suis en mission à Saint-Pierre-et-Miquelon pour mieux comprendre la relation entre l'Union européenne et ce pays territoire d'outre-mer. Je vous invite à me rejoindre dans cette aventure pour explorer ensemble ce morceau de France en Amérique du Nord. Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve à 25 km de la côte sud de Terre-Neuve au Canada, dans l'Atlantique Nord. Pendant des siècles, c'était une destination bien connue. Des marins du monde entier venaient pêcher sur le banc de Terre-Neuve. Mais dans les années 80, l'archipel change de statut pour devenir un pays et territoire d'outre-mer. Je vais rencontrer l'ancien président du conseil territorial à l'époque, Marc Plangenet, pour qu'il m'en explique les raisons. J'aimerais bien parler un peu avec vous du passé, donc de la relation entre l'Union européenne et Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque vous étiez le président de l'archipel dans les années 80 et c'était une période assez important pour le développement parce qu'on parle aussi aujourd'hui de SPM Exit. Donc c'était surtout l'année 85, c'était l'année que vous sortez de l'Union européenne. Donc vous pouvez m'expliquer c'est ce qui s'est passé, pourquoi vous avez pris cette décision? En réalité, ça n'avait rien à voir avec nos relations avec l'Union européenne. C'est parce qu'on voulait absolument se dégager complètement et définitivement de notre statut de département. Tout vient de là. La France a fait une erreur en voulant faire de Saint-Pierre-et-Miquelon un département, un aussi petit territoire, et on voulait rester territoire d'outre-mer. Si vous voulez donc dire que vis-à-vis de l'Union européenne, on ne pouvait être que PTOM, autrement dit pays ou territoire associé à l'Union, mais sûrement pas partie intégrante de l'Union européenne. C'était donc pas contre l'Union européenne, mais c'était bel et bien pour nos propres besoins ici à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Deuxième considération, ça a trait aux droits de pêche. Si on était resté département, les droits de pêche étaient des droits défendus par l'Union européenne, alors que nos droits de pêche, nous les défendons nous-mêmes. Au regard du droit européen, l'archipel devient alors un pays et territoire d'outre-mer. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Je vais appeler Sylvie Millot de la Commission européenne pour qu'elle nous apporte un éclairage. Bonjour Dorothée, je suis ravie de me connecter avec vous ici depuis Bruxelles. Donc je m'appelle Sylvie Millot, je travaille à la Commission européenne et je suis en charge des pays et territoires d'outre-mer. Donc pour vous expliquer un peu plus la spécificité de la relation entre Saint-Pierre-et-Miquelon et les pays et territoires d'outre-mer, les pays et territoires d'outre-mer ne font pas partie de l'Union européenne, mais font partie d'un État membre, la France en l'occurrence pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc pour nous, ils font partie de la famille européenne. Nous avons une relation qui date depuis le traité de Rome, donc 1957, très longue. Et nous avons une association particulière avec ces 13 pays, dont Saint-Pierre-et-Miquelon. Et pourquoi les pays et territoires d'outre-mer sont si importants pour l'Union européenne? Pour nous, c'est très important parce que ces pays et territoires d'outre-mer sont un peu les garants des valeurs de l'Union européenne dans des régions isolées, sont un peu des avant-postes de l'Union européenne dans ces territoires. Et donc, il est très important de maintenir une relation étroite avec eux. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon et des pays d'outre-mer sont également des citoyens européens qui votent aux élections européennes du Parlement européen et font donc intégralement partie de la famille de l'Union européenne. J'aime bien cette expression, la famille européenne. Je voudrais dire aussi que de plus en plus, notre coopération est mature, c'est-à-dire que c'est une sorte de coopération par laquelle, au-delà du financement spécifique d'un projet ou un autre, nous accompagnons le développement stratégique du territoire sur base des politiques qui sont développées et nous accompagnons donc la mise en œuvre de priorités politiques de manière globale. L'Union européenne a financé une vingtaine de projets ces dernières années avec une enveloppe de 4 à 5 millions d'euros par an. Ces fonds européens ont permis d'améliorer les infrastructures et la mobilité, comme par exemple la gare maritime ou l'aérodrome de Miquelon. Également, plusieurs entrepreneurs ont reçu des aides pour lancer leurs propres projets dans le domaine du tourisme durable, sans doute un des secteurs d'avenir pour l'archipel. La prochaine personne que je vais rencontrer est le président actuel du conseil territorial, Bernard Briand, qui m'expliquera la réussite de cette stratégie. Bonjour Monsieur Briand, enchantée, oui, donc je viens d'arriver à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc merci en tout cas de venir. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour nous de mettre en avant tous les projets européens qui ont pu être financés. C'est à peu près 40% de l'ensemble des investissements que l'on fait depuis à peu près une dizaine d'années. Donc ici, on arrive à un endroit nouveau, emblématique de l'archipel. Ça a l'air d'être la note de musique de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou c'est quoi? Ah non, c'est pas totalement la note de musique, c'est l'Esperluette, c'est la marque territoriale touristique. L'objectif, c'est d'avoir une marque qui symbolise notre territoire, donc Miquelon, Saint-Pierre et Langlade. C'est ce lien teinté de bleu, blanc, rouge, forcément, pour rappeler la mère patrie. Et l'objectif de ce symbole-là, qui caractérise toute notre stratégie, eh bien, c'est que les personnes puissent venir ici, faire des photos, et que ça puisse voyager, je dirais, dans le monde entier pour promouvoir le territoire. Donc là, vous avez pu développer la marque de tourisme, ça c'était un des projets phares. Pourriez-vous me donner d'autres exemples des projets qui ont été financés avec l'aide de l'Union européenne ces dernières années? Alors oui, les exemples seraient extrêmement nombreux. J'en aurais quelques-uns, la Maison de la Nature et de l'Environnement, portée par la collectivité, mais aussi de nombreux projets, notamment d'hébergement. Il y a 4 projets qui ont été financés par l'Union européenne, aussi dans le milieu de la restauration, qu'elle soit rapide ou gastronomique. Donc aujourd'hui, les financements européens ont pour objectif eh bien, de permettre de la réalisation d'investissements pour accueillir demain plus de touristes parce que on croit au développement de ce secteur et puis ça permet aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon eh bien, de s'ouvrir sur le monde extérieur et le fait d'accueillir forcément des touristes, eh bien, on cherche à valoriser son territoire, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles d'exception. Donc je vous souhaite bonne chance avec tous ces projets prévus. Et est-ce qu'on peut juste prendre une photo avant de partir? Oui. On dit que Saint-Pierre est l'île port de l'archipel avec ses musées, restaurants, boutiques, une petite ville conviviale. Miquelon-Langlade est considéré comme l'île nature avec ses paysages et les temps uniques. Un paradis tranquille pour les amoureux de la randonnée.
Aujourd'hui, je vais prendre le ferry à destination de Miquelon pour découvrir les projets européens qui ont été financés sur place. Pour cela, je vais rencontrer l'ancien président du conseil territorial, Stéphane Attarnaud. Bonjour, monsieur Artano, comment ça va? Merci beaucoup. Donc ici, c'est la maison de la nature et de l'environnement. C'est quoi? C'est avant tout, ce bâtiment a une double vocation, une première pédagogique pour éduquer la population à la préservation de l'environnement et puis une vertu touristique pour faire découvrir cet archipel, y compris d'ailleurs à la population locale qui, vous savez, souvent on ignore les recoins et les secrets de nos territoires et donc on a voulu assurer cette double vocation avec cette belle infrastructure. Donc vous étiez le président entre 2006 et 2017 et pendant cette période, vous avez lancé ce qu'on appelle maintenant le schéma de développement stratégique. Qu'est-ce que c'est en fait le SDS? Jusqu'ici, en fait, le territoire s'était construit par un empilement de projets. Et puis, dans la discussion qu'on a eue avec l'Union européenne en 2007-2008, il est apparu indispensable qu'on puisse se projeter sur une vingtaine, une trentaine d'années par un processus quand même de construction qui associait la population et les acteurs politiques, économiques du territoire, ce qui ne s'était jamais fait. Il y a eu un accord entre le Conseil territorial et l'Union européenne pour que nous proposions effectivement une démarche participative à l'échelle du territoire, ce qui était d'ailleurs innovant. Donc ce projet a été choisi ou sélectionné dans ce processus participatif. Oui. Donc on va jeter un coup d'œil à l'exposition. Avec plaisir. Il semble que le processus participatif appliqué à Saint-Pierre-Miquelon constitue un bon exemple de gestion des fonds européens. À voir si Jolita Budkevicienne de la Commission européenne peut le confirmer. Dorothée, quelle chance! Bonjour. Saint-Pierre et Miquelon sont devenus le pionnier dans tout. Ils sont le premier pour se positionner. Ils sont le premier pour venir avec les projets, pour chercher le financement. Ils sont là avec les solutions qui sont originales, que vous n'allez jamais trouver. Je ne vais pas partager tous les secrets. Vous êtes sur Saint-Pierre-et-Miquelon, vous devez découvrir vous-même. Mais aucun autre PTEM n'arrivait pas à trouver cette solution tellement originale que les gens de PTEM de Saint-Pierre-et-Miquelon ont trouvé. Pour l'avenir, je vois que Saint-Pierre-et-Miquelon a tous les ingrédients, tous les composants pour avoir succès. Développement économique, social, développement pour les jeunes. Et si on arrive à avoir cette interconnectivité avec cette économie digitale partout, je crois qu'on va avoir beaucoup plus de Saint-Pierre-et-Miquelon en Europe et on va ramener plus d'Europe en Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une belle devise. Je vais certainement garder des bons souvenirs de Saint-Pierre-Miquelon. Durant cette semaine sur place, j'ai retracé l'histoire entre Saint-Pierre-Miquelon et l'Union européenne de ces dernières années, de la sortie de l'Union européenne en 1985 au statut actuel de pays-territoire d'outre-mer qui s'engage dans divers projets de tourisme et de développement durable. Et c'est certainement un au revoir avec une perspective réjouissante. Je vais sans doute y retourner bientôt pour profiter de la tranquillité, de la nature et de la bonne compagnie de ses habitants. À bientôt Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, vous pouvez applaudir. C'est Doro l'exploratrice maintenant qu'on appelle. Ils ont fait un très beau travail avec Equinoccio. On doit se caler pour le timing. Mais j'en profite pour dire qu'ils ont fait un très bon travail avec son équipe d'Equinoccio pour ces événements et des brochures comme celle-là qui vont être produites, qu'on vous montrera après, elles sont disponibles devant. Donc, il ne m'appartient pas de lancer cet événement. On a le président que je ne présente plus, Bernard Briand, et après on aura la représentante de la Commission européenne, qui était déjà là hier et qu'on a pu enregistrer pour des raisons techniques et de décalage horaire. Donc, Monsieur le Président. Je te remercie, Olivier. Mesdames et messieurs les conseillers territoriaux, monsieur l'adjoint au maire de Saint-Pierre, mesdames et messieurs les chefs de service, monsieur le représentant de la Commission européenne, mesdames et messieurs, chers
amis, c'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette conférence sur la coopération de Saint-Pierre-et-Miquelon avec l'Union européenne. Vous le savez, cette relation est empreinte d'histoire, d'intérêts communs, de liens forts et de solidarité à travers les siècles. La raison d'être de Saint-Pierre-et-Miquelon a longtemps été française, elle est aussi aujourd'hui européenne. Cette solidarité a été renouvelée depuis 15 ans avec un appui important de l'Union européenne pour le renouveau de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'un des intérêts de cette journée est de voir ensemble quels ont été les fruits de cette réalisation dans cette histoire récente. Je remercie celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement, à commencer par l'Union européenne, bien entendu, notre partenaire. Je salue en particulier Sylvie Millot, chef d'unité pour les pays et territoires d'outre-mer à la Commission européenne, dont nous diffuserons l'intervention dans quelques instants. Ces événements s'intègre dans une année de visibilité européenne initiée par la Direction générale des partenariats internationaux. Cela a été l'occasion d'innover ensemble dans la communication et le partage des résultats de notre coopération. Je remercie la société Ikinikyo, mandatée par Bruxelles, ainsi que mes équipes à la collectivité, bien entendu, et Archipel Développement. Notre antenne de Paris nous représente depuis plus de 20 ans auprès de la Commission européenne. Et au-delà de cet événement, je tiens à les remercier pour le travail réalisé pendant ces 2 décennies de coopération. Je remercie aussi également et vivement SPM Première qui a bien voulu nous accompagner dans ces temps d'échange. Pour cette série de rendez-vous, nous avions d'abord envisagé en 2020, c'est-à-dire à l'issue de la mise en œuvre du 11e FED, Fonds européen de développement. La crise sanitaire en aura décidé tout autrement et a bouleversé quelque part notre calendrier, mais finalement, 2021 était l'année idéale pour nous réunir. Après ces 2 années de turbulence, cette conférence va nous permettre de nous projeter vers l'avenir. C'est aussi une nouvelle période de coopération européenne qui s'ouvre avec l'adoption de la décision d'association d'outre-mer. Olivier l'a précisé tout à l'heure, puisqu'elle a été actée la semaine dernière par la Commission de l'Union européenne. Avec nos différents intervenants, nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir ensemble sur les réalisations collectives et aussi d'esquisser la prochaine phase de coopération. Quand on parle de réalisation collective avec l'Union européenne, on se doit d'abord et surtout de mentionner les appuis budgétaires successifs qui ont permis des progrès majeurs à Miquelon comme à Saint-Pierre. Olivier Gaston aura l'opportunité tout à l'heure de les détailler dans ses présentations, mais permettez-moi ici d'en rappeler les grandes lignes. En 2006, un premier appui budgétaire sectoriel au transport et à l'environnement a permis de parachever la mise à niveau des infrastructures indispensables au développement. Parmi les réalisations concrètes du 9e Fonds européen de développement, on peut ainsi citer le barrage du Gouélan et les infrastructures de gestion des déchets. Mais ce sont également des programmes sur les quais, les routes et la biodiversité qui ont marqué cette nouvelle page de coopération, et ceci jusqu'en 2010. En 2011, donc peu après l'adoption unanime du schéma de développement stratégique, l'Union européenne a continué d'accompagner la collectivité pour entamer son renouveau économique. Avec une stratégie de diversification clarifiée et une nouvelle approche du développement en mode projet, l'archipel a ouvert la voie au développement du tourisme durable. Parmi les projets phares de ce premier plan d'action structurée, citons par exemple le câble numérique sous-marin, la maison de la nature et de l'environnement, le hangar sous douane, la gare maritime et l'entretien de nos quais. Enfin, à partir de 2016 et jusqu'à aujourd'hui, le 11e FED a accompagné la collectivité territoriale pour accélérer le développement touristique avec une croissance de 39% entre 2009 et 2019. Les ferries ont été l'instrument central de cette nouvelle phase du schéma de développement. Il améliore, et on le sait également, les services de transport maritime pour tous les habitants et l'intégration régionale avec Terre-Neuve. Bien entendu, le développement touristique a été contrarié par les restrictions sanitaires, mais nos fondamentaux sont aujourd'hui solides. Je salue ici les entrepreneurs du secteur touristique qui permettent ces résultats. On peut également se féliciter d'avoir continué
les efforts en faveur d'autres secteurs économiques indissociables. Je pense à la filière agroalimentaire, à la culture, le secteur brasserie et spiritueux, mais aussi à l'énergie durable. Ces leviers de développement constituent des locomotives pour toute notre économie. En 10 ans, nous avons vu aboutir des projets privés sans précédent, avec le réseau de chaleur, de nombreux hôtels et restaurants, ici par exemple, de nouveaux festivals, la distillerie, la brasserie de Miquelon. Cette confiance retrouvée du secteur privé est le signe que nous avons vu juste collectivement. Mais si tant reste à faire, je pense à l'adaptation au changement climatique, à l'énergie durable et l'ensemble de nos secteurs privés. La crise actuelle nous rappelle que nos efforts doivent être constants et qu'il ne nous faut rien lâcher quand il s'agit d'emplois durables et de notre avenir. L'Union européenne a été un acteur majeur pour ouvrir de nouvelles perspectives et je suis donc vraiment très heureux de déclarer cette conférence ouverte. Et nous allons dorénavant avoir le petit passage de la représentante de la Commission européenne, Madame Sylvie Millot, chef de l'unité des pays et territoires d'outre-mer. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir participer aujourd'hui à cet événement. Merci Monsieur le Président de nous accueillir pour ces événements à Miquelon et à Saint-Pierre, aujourd'hui et demain. Nous sommes très heureux que vous puissiez mettre à l'honneur la coopération entre l'Union européenne et votre territoire. Évidemment, je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui en présence, mais j'espère que ce n'est que partie remise. Et comme vous l'avez dit, nous espérons pouvoir bientôt venir vous visiter dans les prochains mois. Alors, je remercie également tous les organisateurs de cette réunion, Olivier, avec qui nous entretenons un dialogue régulier, et tous les présents qui nous écoutent. Et je vous salue chaleureusement depuis Bruxelles. Je pense que c'est un moment particulièrement important pour organiser cet événement. Vous l'avez rappelé, 2 événements. Premièrement, le Conseil des ministres de l'Union européenne qui a récemment adopté la nouvelle décision de partenariat entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre-mer, dont Saint-Pierre et Miquelon. Je vous rappelle qu'il y a 13 pays et territoires d'outre-mer qui sont associés à l'Union européenne. Et cette décision est une décision avant tout politique. C'est une décision qui fixe un cadre pour notre partenariat pour les 7 années à venir. Et sans cette décision d'association, nous ne pourrions pas continuer à travailler ensemble. Donc c'était vraiment un grand pas politique qui a été atteint la semaine dernière. Nous y travaillons depuis 3 ans. Nous négocions avec les États membres ce partenariat avec les pays et territoires d'outre-mer. Et il a été approuvé à l'unanimité. Donc pour nous, c'est un grand succès. Nous nous en félicitons. Et ça veut dire que nous pouvons travailler sereinement ensemble pour les 7 années à venir. Dans ce cadre et également pendant les semaines à venir, nous finalisons les priorités de notre future coopération, donc entre l'Union européenne et Saint-Pierre et Miquelon, pour les 7 années à venir, en phase avec le choix de la collectivité territoriale et dans son schéma de développement stratégique. Nous pensons nous orienter vers le développement du tourisme durable. Donc, je tiens à souligner également que l'appui de l'Union européenne, qui se fait dans ce cadre politique de partenariat stable et régulier et constant, se base sur les priorités des territoires. Donc, nous ne venons pas à Saint-Pierre et Miquelon en imposant tel et tel secteur prioritaire ou tel et tel projet. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Nous avons un dialogue sur base de vos priorités, de vos besoins. Également, effectivement, en lien avec les priorités de l'Union européenne, qui sont notamment le pacte vert, la croissance durable et l'emploi. Et nous définissons ensemble un certain nombre donc, de secteurs prioritaires et d'actions pour les années à venir. Je dois aussi souligner que notre coopération avec Saint-Pierre et Miquelon est un partenariat très mûr. C'est-à-dire que nous travaillons vraiment sur la base de vos politiques publiques, de vos priorités, et différemment de ce qu'on a pu faire dans les années antérieures ou ce qu'on peut faire encore avec d'autres territoires. Ce n'est pas seulement un petit projet ici ou un autre projet là, mais c'est vraiment un appui, vous l'avez mentionné, un appui budgétaire, ce qui pour nous veut dire vraiment une confiance dans votre politique de développement, dans vos manières de financer vos priorités et vraiment une coopération très mûre et très constructive. Je pense que c'est important de le souligner ici en introduction. Alors,
Également, je voudrais rappeler que les relations entre l'Union européenne et les pays territoires d'outre-mer sont uniques. Il est important en effet de les faire connaître. Même ici à Bruxelles, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas exactement quel est le statut des pays territoires d'outre-mer. Beaucoup même de collègues savent que nous travaillons avec des pays tiers, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Nous travaillons également avec les régions des pays membres de l'Union européenne. Mais les territoires d'outre-mer ont un statut très spécial et nous tenons à le valoriser. Et c'est un peu mon rôle avec mon équipe de valoriser et de promouvoir le statut des pays et territoires d'outre-mer. Ces relations sont historiques, sont profondes. Elles sont garanties dans les institutions de l'Union européenne. Elles sont garanties depuis le traité de Rome de 1957. Donc c'est important aussi de voir cela dans le cadre d'une continuité. Important également de souligner que vous êtes des citoyens européens, vous avez un passeport européen, le droit de vote aux élections du Parlement européen. Et bien que vous ne fassiez pas partie de l'Union européenne, je rappelle encore une fois cette importance pour nous de la famille européenne qui est la base de notre partenariat. C'est important aussi de souligner que malgré la distance géographique, vous avez un rôle politique important à jouer. Vous jouez un rôle d'avant-poste stratégique dans des régions éloignées de Bruxelles, éloignées de l'Union européenne. Et c'est pour nous très important que vous favorisiez la promotion des valeurs européennes dans ces régions éloignées où vous êtes situés. Donc tout ça vraiment forme le cadre de notre partenariat. Également, nous partageons des priorités communes et ce qui fait que notre partenariat va dans les deux directions. Il répond aux besoins des pays et territoires d'outre-mer. Je l'ai dit, pour Saint-Pierre, il se base sur le schéma directeur, le schéma de développement stratégique du territoire, mais il contribue aussi aux priorités et aux politiques de l'Union européenne. Donc c'est important que tout ce qui est fait sur le territoire, nous en ayons des retours, nous ayons des résultats et que nous puissions, nous, valoriser les résultats et les aspects innovants de notre coopération pour aussi nourrir les politiques européennes ici à Bruxelles, que ce soit face aux défis du changement climatique, de la biodiversité, de l'environnement, mais aussi de l'emploi, vous l'avez mentionné, de la digitalisation et de la jeunesse, qui est un nouveau point que nous allons prendre en compte à l'avenir dans notre partenariat. Alors peut-être plus concrètement, pour détailler ce partenariat entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre-mer, il est bon également de rappeler qu'au-delà des financements, on parle souvent des projets financés, il y a un dialogue politique continu et régulier entre les autorités, les gouvernements, disons les représentants des pays et territoires d'outre-mer et les États membres et la Commission européenne. Nous nous réunissons annuellement au niveau ministériel pour discuter de nos priorités. Et ici à Bruxelles, nous nous réunissons tous les trimestres avec les représentants de vos territoires sur place. Donc Olivier est présent. Et nous avons un dialogue régulier sur la mise en œuvre de notre partenariat et sur nos priorités. Donc ce dialogue politique, je pense, est un élément très important. Nous avons également donc une coopération financière. Vous en avez parlé et je pense que ça va être l'objet aussi des débats aujourd'hui. Nous avons un programme, un traitement commercial préférentiel, c'est-à-dire que les exportations de Saint-Pierre-et-Miquelon ont un accès privilégié sur le marché européen, bien que vous ne faites pas partie de l'Union européenne, donc un accès en franchise de droit et sans quota, c'est important de le dire. Et finalement, vous avez accès à un certain nombre de programmes européens qui sont mis en œuvre sur une base compétitive, sur une base de appel à projet, où l'on encourage particulièrement la participation des citoyens, des étudiants, des entrepreneurs, des chercheurs, de toute la société civile, du secteur privé, des territoires. Et j'espère qu'on pourra encourager les personnes présentes et la société civile de Saint-Pierre-et-Miquelon à également y participer pour que ces programmes contribuent également au développement du territoire. Je pourrais citer le programme Erasmus, qui est tout le monde le plus connu, la mobilité des étudiants, mais également le nouveau programme LIFE sur l'environnement et d'autres qui vont s'ouvrir dans cette période de 7 ans sur la recherche, la compétitivité des PME, également sur l'investissement. Nous avons un gros programme d'appui à l'investissement qui va s'ouvrir. Donc j'encourage vraiment à connaître ces programmes, à les diffuser et à promouvoir la promotion et l'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon à ces programmes de l'Union européenne.
Voilà, donc sur ces mots, je vous cède la parole de nouveau, je crois, à Olivier, qui expliquera plus en détail notre coopération à venir, qui apportera quelques chiffres et surtout des résultats concrets et de l'impact de notre coopération sur votre territoire. Donc, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est une dynamique très intéressante et très positive. Nous avons une excellente relation, une excellente coopération avec votre territoire. Je vous engage à poursuivre les dialogues que nous avons en ce moment pour finaliser donc notre programmation pour les 7 années à venir. Je crois que nous sommes très bien partis. Nous sommes ici en train de consulter jusqu'au plus haut niveau nos représentants pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de cette coopération. Mais je crois que nous sommes sur une très très bonne voie. Donc j'en profite encore pour vous souhaiter à tous un très bon séminaire. Merci beaucoup pour son organisation. J'espère qu'il vous éclairera et il vous familiarisera avec l'Union européenne. Et nous sommes de toute façon toujours à votre disposition ici à Bruxelles pour des informations complémentaires. Donc merci beaucoup, bonne journée. Nous restons présents encore quelques moments s'il y a des questions dans la session suivante. Et j'espère que tout cet effort permettra de rapprocher les Saint-Pierrais et Miquelonais de l'Union européenne. Merci beaucoup. Donc si vous avez des questions, je vous confirme que vous pouvez les poser. Alors Sylvie Milot n'est pas en ligne, mais nous avons son collaborateur, Frédéric Mayer, qui pourra répondre côté Commission européenne. Peut-être qu'aussi j'aurai des réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Madame Millot a commencé à planter le cadre de la coopération. La première présentation va permettre peut-être d'aller un petit peu plus dans le détail. Alors je vais pas non plus trop détailler parce que on veut aller à l'essentiel et puis que s'il y a des choses à préciser, eh bien, vous poserez vos questions et puis on pourra approfondir les points qui le nécessitent. Donc l'idée, avant de parler des résultats concrets de la coopération avec l'Union européenne, c'était d'abord de planter le cadre de la coopération. Donc c'est moi qui passe ça, ça va être plus facile. Et donc, Madame Millot faisait référence au traité qui précise que le but de l'association est la promotion du développement économique et social des PTOM et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et avec l'Union. Et ça, c'est un article du traité. Donc ça veut vraiment dire que cette relation d'association des PTOM, elle est très forte. Elle est différente de celle des régions ultrapériphériques. Les RUP, elles font vraiment partie intégrante de l'Union européenne. Les PTOM sont associés. On verra un petit peu quelle différence ça suppose. Donc là, on voit en gros toutes les entités ultramarines que nous avons avec l'Union européenne. Donc on voit en vert, ce sont les PTOM. Donc bien sûr, leur nombre a diminué avec le Brexit. On est maintenant 13. Donc on voit surtout les Français qui sont partout sur le globe, y compris Saint-Barthélemy dans la Caraïbe. Et après, on a les anti-néerlandaises qui sont maintenant 6 entités séparées. Mais bon, sur la carte, ils ne sont pas précisés. On le verra tout à l'heure. On voit les RUP aussi qui sont en bleu, donc françaises, portugaises et espagnoles. Les PTOM sont regroupés dans une association. Donc on voit qu'il y a beaucoup de Caribéens, les 2 de l'Atlantique Nord dont nous faisons partie, et puis le Pacifique qui est maintenant uniquement français. On a également les TAF qui couvrent de larges latitudes. Donc en gros, la décision d'association Outre-mer qui vient d'être actée la semaine dernière, après un long travail, ça a pris presque 3 ans en fait. Bien sûr, il y a eu des retards avec la Covid, mais aussi par rapport au budget. Et donc, elle réaffirme 3 objectifs principaux. La lutte contre la vulnérabilité, on pense notamment au risque du changement climatique. Le renforcement de la compétitivité, qui était nouveau en 2013, mais qui est réaffirmé ici. Et puis, la promotion de la coopération, et on pense aussi, notamment à la coopération régionale.
Et donc, elle est structurée avec une partie commerciale. Donc, l'intérêt pour les PTOM, outre le fait qu'ils peuvent exporter en franchise de droits de douane vers l'Union européenne, c'est qu'ils peuvent maintenir, eux, des droits de douane vis-à-vis des produits concurrents. Donc ça a un intérêt, par exemple, si on veut soutenir des productions locales avec des aides, ça a un intérêt aussi si on veut élever les droits de douane sur des produits concurrents. Donc ça, c'est un outil qui peut être utile, qui permet quand même de l'agilité pour un territoire qui a l'autonomie douanière et fiscale. Et je salue le directeur des services fiscaux. Il y a aussi une partie liée à la coopération financière. Donc, les fonds qui avaient été annoncés en 2018 ont finalement été confirmés. Donc, l'aide qui est particulièrement importante pour Saint-Pierre-et-Miquelon, ça va être ces 164 millions d'euros qui doivent être répartis entre 12 territoires, 6 néerlandais, 6 français. Donc, on n'a pas encore les décisions, mais je comprends de l'intervention de Sylvie Millot qu'on devrait les avoir cette année. Il y a aussi une part importante qui est consacrée à la coopération régionale et à l'assistance technique qui permet des projets, des appuis comme celui de Dorothée, Horatio et Caroline. Donc en gros, les moyens alloués à la coopération entre Saint-Pierre-et-Miquelon et l'Union européenne, ils sont en forte augmentation depuis le 8e FED. Donc là, on était au début des années 2000 pour la phase de mise en œuvre. Donc à l'époque, c'était à peu près 1 million d'euros par an. Et pour le 9e FED, on est passé à 12,4 millions. Et en fait, il y a eu des crédits supplémentaires qui ont été obtenus en 2007. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à ce niveau de dotation importante. Ces fonds ont été confirmés en gros sous le 10e FED. C'est notamment grâce au fait qu'il y a eu l'article sur les PTOM isolés qui concernait notamment Saint-Pierre-et-Miquelon et puis 2 territoires britanniques qui a été intégré à la décision d'association. Cet article sur les PTOM isolés, même si Saint-Pierre-et-Miquelon est le seul maintenant concerné, il a été maintenu dans la décision qui a été prise et qui est maintenant en vigueur. Et enfin, sur la période actuelle, on est à 27 millions d'euros puisqu'il y a eu des crédits supplémentaires pour aider la collectivité à lutter contre la crise conjoncturelle liée à la crise sanitaire. Alors comment fonctionnent ces financements? Comment ils sont mobilisés? Donc, comme je vous le disais, la relation est différente avec les RUP. Les PTOM sont un peu traités par l'Union européenne comme des pays indépendants. Donc l'interlocuteur de l'Union européenne, c'est la collectivité territoriale, comme sont les élus. Et les fonds européens vont venir au budget de la collectivité pour poursuivre une feuille de route commune. Donc cet appui budgétaire, bien sûr, ce n'est pas un chèque en blanc. Il y a d'abord des étapes préalables pour être considéré comme éligible. Donc, par exemple, le schéma de développement stratégique permet de montrer la direction que souhaite prendre le territoire collectivement. Il y a aussi une évaluation des finances publiques tous les 7 ans. D'ailleurs, elle a lieu en ce moment. Les tranches annuelles, elles vont être versées en fonction de critères, de conditions qui ont été négociées. Donc, c'est un contrat. Donc, il ne faut pas se rater sur à la fois les objectifs qu'on se fixe et puis dans la réalisation, ne rien lâcher, pour reprendre l'expression du président. Une autre règle du jeu, c'est que les fonds doivent être concentrés. Donc ça veut dire pas en gros de saupoudrage, et ça veut dire qu'il va falloir choisir des secteurs. Le développement économique, ce n'est pas un secteur. Avant, on pouvait faire de l'appui budgétaire général. Aujourd'hui, on est obligé de choisir, donc c'est important de concentrer les fonds sur des secteurs où on va avoir des besoins importants. Et enfin, donc, le principe de fongibilité des crédits européens. Donc, en fait, c'est une subvention qui est versée à la collectivité en fonction des objectifs atteints.
Donc les autres aspects de la coopération, il y a tous les programmes européens qui sont en dehors de l'instrument financier principal dont on parlait. Ces instruments, donc il y a des opportunités particulières, par exemple avec Erasmus, sur l'environnement, BEST, bientôt LIFE. Sur la culture, il y a un nouvel appel à projet qui va être un programme pilote. Donc, nous avons fait un séminaire en ligne en mai, donc qui est disponible sur YouTube. Donc, on fournira les liens. Donc, en fait, il y a 2 séminaires, un sur Erasmus et un autre sur les autres programmes. Et au niveau de la coopération commerciale, c'est quand même un accord préférentiel. L'ennui, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui ont ces avantages. Donc, petit à petit, l'intérêt d'avoir un accès en franchise de droits de douane diminue. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà, j'essaie d'être bref, mais vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. Et donc il y a là aussi la Commission européenne qui est en ligne si besoin. Et enfin, il y a aussi la possibilité de poser des questions sur le live de SPM Première. Voilà. Et je ne sais pas si sa présentation un peu technique aura suscité des interrogations. Il fallait bien planter le décor, hein, sinon on aurait dû y revenir. On peut continuer ? Qui ne dit mot consent ? Ouais. Donc on va commencer par une vidéo. Donc là, maintenant, on va réfléchir à l'impact du soutien européen. En fait, ce qu'on va voir, c'est que il y a un très très grand nombre de projets sur le territoire qui ont été soutenus par l'Union européenne, mais c'est aussi du fait du système de cofinancement avec la collectivité, en fait. L'Union européenne, elle verse à peu près c'est 40% des investissements de la collectivité. Donc bien sûr, ça fait beaucoup de projets différents. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est aussi de se poser la question quel a été l'impact supplémentaire qu'a apporté l'Europe par rapport à ce qu'aurait pu faire le territoire sans Bruxelles. Donc on commence par la vidéo. Merci Rudy. Après la crise des années 1990, liée à l'arrêt brutal de l'activité de pêche à la morue, l'avenir de Saint-Pierre-et-Miquelon passera clairement par la diversification économique. Cette ambition est incarnée par le schéma de développement stratégique 2010-2030, voté à l'unanimité et soutenu par l'Union européenne. Parmi les secteurs clés de développement du territoire, le secteur du tourisme durable prend une nouvelle impulsion. En 2019, le nombre de touristes étrangers a cru de 39% sur 10 ans. Dans la même décennie, le nombre d'entreprises a augmenté de 27% et le chômage s'est réduit de 54% malgré la baisse de natalité. Ce renouveau économique a permis de stabiliser la population à 6 000 personnes aujourd'hui. Depuis 2006, ces développements ont été accompagnés par l'Union européenne qui a cofinancé plus de 20 projets d'infrastructures, de transport et tourisme durable, de loisirs et d'entrepreneuriat. Ferries, maisons de la nature et de l'environnement, quais, mais aussi barrages du Gouélan et câbles numériques sous-marins. En 15 ans, Saint-Pierre-et-Miquelon a reçu 66 millions d'euros du Fonds européen de développement qui ont contribué à améliorer la vie des Saint-Pierrais et Miquelonnais. Suivez le hashtag SPMUE et visitez notre site web pour plus d'informations. Vous l'aviez vu cette vidéo ? Il y a des gens qui ne l'avaient pas vue ? Bon, il y en a une autre que je suis sûr que vous n'avez pas vue après. Donc, sur ce soutien européen, au-delà de ces 90 secondes, on va essayer de voir un petit peu ce qui se cache derrière.
avec quelques slides et puis peut-être que vous aurez des questions. Donc, en gros, on a vu que la coopération est vraiment montée en puissance à partir de 2006. Les premiers secteurs qui avaient été retenus, c'était transport et environnement. Et on aurait même pu mettre eau, mais on n'avait pas le droit de mettre 3 secteurs. Mais on a réussi à faire financer le barrage du Goéland et aussi beaucoup d'infrastructures. Bon, à l'époque, les routes étaient quand même bien abîmées, même s'il y a toujours du travail sur le sujet. Et les quais, bien sûr, il y a toujours du travail aussi. C'est le problème d'avoir tant d'infrastructures. Le développement économique, donc à l'époque, on était sous une autre procédure qui était l'appui budgétaire général. Et là, il y avait 20 millions d'euros, donc avec notamment la MNE, et puis le câble numérique sous-marin qui avait été intégré également à cette stratégie. Et enfin, on est en train de finir la période de programmation 2014-2020, qui a débordé sur 2021, avec bien sûr les ferries et les quais, avec aussi un effort important propre de la collectivité, bien sûr, et un emprunt, et l'appui de l'Union européenne. Ce qui est particulièrement intéressant dans le 11e FED, c'est l'augmentation des projets du secteur privé. Et donc, là, généralement, ils avaient un appui de la collectivité, notamment quand ils étaient éligibles en fonction des critères européens, donc intégrés au tourisme durable ou à la culture. Ce tableau, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, peut-être que vous aurez des questions. L'idée, c'est que depuis 2009, le territoire s'est mis en mode projet. Alors, ce sont des mots, mais c'est aussi une méthode de travail qui porte ses fruits, qui nécessite des compétences. Et en 2009, ont été formés 4 premiers agents. Donc, je salue Jannick Cormier et Vicky Cormier qui sont là. Il y avait également Hugo Nard dans les premiers, puis on a été rejoint par d'autres après. Et cette impulsion de la collectivité territoriale de passer en mode projet, elle a vraiment changé la coopération avec l'Union européenne. Donc là, ce qu'on voit, c'est que au départ, on va beaucoup plus aller dans la participation. Des réunions avec les acteurs socio-économiques, il y en a toujours eu. Mais là, on va être sur des méthodes de co-construction. Et les projets qui vont émerger de ce travail vont être ensuite proposés aux décideurs. Donc c'est vraiment une approche qui vient de la base et les projets de décision vont ensuite aux autorités compétentes. Donc là, on a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Après, quand on a toute cette matière, eh bien, il y a toute une ingénierie projet, faire des maquettes financières, etc. Et ensuite, par rapport aux besoins qui sont identifiés, on va être aussi dans une phase de négociation avec l'Union européenne. Et donc là, on a fait remonter les besoins à la Commission européenne et on espère donc des bonnes nouvelles prochainement. Enfin, il y a tout un travail de suivi, de pilotage, puisque faire des projets, tout le monde peut en faire sur le papier, mais en fait, le plus difficile, c'est la mise en œuvre. Et donc, il y a à la fois un pilotage au niveau des élus, y compris consulaires, et avec l'État. Et puis, il y a aussi de nombreux chefs de projet qui vont permettre le déploiement du programme. Ça vous va? Je continue? Donc, ce visuel qu'on a vu dans la vidéo, donc ça ne se veut pas exhaustif. Il y a d'autres projets qui ont reçu des fonds, mais c'est un petit panorama de ce qui a été fait avec des projets à Miquelon et d'autres à Saint-Pierre. Parmi ceux qu'on n'a pas encore cités aujourd'hui, il y a par exemple toute la politique touristique qui a été pilotée par la direction de Malika Lili à la collectivité et cette nouvelle bannière. Et puis, on a aussi des projets donc, dans le domaine de la culture, mais qui touchent forcément à notre identité et qui sont intéressants pour le tourisme. Il y a la distillerie, qui est un projet industriel de taille. Donc voilà un petit peu rapidement un panorama de ce qui a été fait. Alors,
Quand on parle d'impact, on aime bien voir ce qui a été réalisé concrètement, mais c'est intéressant de voir aussi quels résultats ont été produits sur le territoire. En 2009, quand on a lancé le SDS, il y avait vraiment un... Je me souviens, un des mots qui revenait souvent, c'était morosité. Il y avait du chômage, il y avait beaucoup de gens qui partaient, qui ne revenaient pas. Et c'est vrai que cette démarche impulsée a permis de diviser le chômage par 2. Donc maintenant, le problème, vous le savez, c'est pour les entreprises de trouver de la main-d'œuvre. Mais bon, il vaut peut-être mieux ça comme problème que beaucoup de chômage. Le nombre de touristes étrangers, il a fortement progressé de 40%, et on le voit aussi au niveau du nombre d'entreprises qui a bondi de presque 30% en 10 ans. Alors, ce qui nous intéresse aussi sur le territoire, parce qu'en 2009, on voyait qu'il y avait quand même un solde migratoire qui était inquiétant, c'est de voir comment la population a évolué. Alors certes, elle a continué de baisser. On était à 6125 en 2006, on était à 6080 à peu près en 2010, mais elle baisse quand même moins vite que dans ces années, au début des années 2000. Et en fait, la grosse différence que l'on voit, quand on regarde un petit peu dans le détail, c'est que cette baisse-là, c'était une baisse du solde migratoire, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui partaient que de gens qui revenaient, alors que cette baisse-là, elle est uniquement liée à la natalité, qui s'est un peu cassé la figure, qui est beaucoup plus basse, qui est moitié plus faible qu'en France. Bon, après, ça dépend beaucoup des années, mais en 2017, on était à 5 pour 1000. Donc, si on met en lien le solde naturel, donc la différence entre les naissances et les décès, on retrouve cette baisse de population. Donc, elle est vraiment liée à un changement culturel. Donc, au niveau de la structure de la population, au niveau des moins de 20 ans, c'est relativement stable et, dans la moyenne française. Au niveau des plus de 65 ans, on a une forte augmentation et on a dépassé aujourd'hui la France, selon les tout derniers chiffres. Voilà, un territoire qui a bougé. Ça pourrait être pire que ça. Donc, pour nous, ça a été un souci constant, mais on verra que dans le 3e plan d'action du SDS qui sera présenté tout à l'heure, cette idée qu'il faut à la fois renforcer le développement économique en vue de booster la démographie, ou du moins de la maintenir, elle est encore plus centrale dans le projet. Quelques éléments de conclusion. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup plus de projets privés depuis ces dernières années. On peut citer le réseau de chaleur, même s'il a été financé grâce à l'ADEME pour moitié. Les terrasses du port, je remercie de la qualité de l'accueil. Et la distillerie. On a cité que les plus gros, mais en fait, tous les projets privés sont importants. Chacun, c'est une pièce du puzzle et qui fait que le tissu économique va être fort collectivement. Ça, c'est des chiffres qu'on a déjà cités. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que la diversification économique, ça a été un fil rouge du schéma de développement stratégique. Et ça reste le cas pour le futur, puisqu'il y a toujours cette idée il y a le tourisme durable, bien sûr, mais c'est aussi la filière agroalimentaire, l'énergie durable et tous les secteurs que cela entraîne, le BTP, le commerce, etc. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas assommé. On a une dernière vidéo à vous proposer, et puis on va ouvrir la parole, le débat.
Les touristes qui venaient ici souvent disaient « Oh mais c'est mieux que ce que j'imaginais ». Donc ça montrait que voilà, il y avait un problème au niveau de la commercialisation de la destination. Donc on a vraiment fait un travail de veille, de travail, des ateliers avec les professionnels pour créer un positionnement autour de cette destination, un discours commun. Alors il faut impérativement sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon faire en sorte qu'il y ait plus d'entrepreneurs. La fonction publique est extrêmement présente et ce que l'on a fait, eh bien, on a établi des règles tout simplement pour accompagner financièrement via des subventions eh bien, la création de plus de chambres, la création de plus de restaurants, diversifier aussi l'offre touristique. Donc l'objectif est simple, c'est un coup de pouce financier pour initier ce type d'initiative pour développer le secteur du tourisme. On a repris toute l'image à zéro du territoire, tous les outils numériques, donc on a tout créé, tous les réseaux sociaux qu'on voit aujourd'hui, un nouveau site internet, de nouveaux spots vidéo. Vraiment, on a tout remis à plat et ça, vraiment, ça fait la différence au niveau de l'image de la destination. La marque territoriale, en fait, elle a été créée, c'est plus qu'un logo, c'est vraiment une marque de territoire. Et ce qu'on voulait, c'est que les professionnels puissent l'utiliser dans leur communication. Alors, nous avons ouvert ici depuis 3-4 ans, The Mayonnaise, grâce à des fonds européens. Ça nous a permis d'améliorer notre travail, ça nous a permis d'investir dans du bon matériel de cuisine, dans un snack aussi, nous faisons snack avec du poulet de l'archipel. Donc, tout ça a permis d'évoluer, avoir nos tables, avoir une étiquette et on commence à avoir un tout petit peu de succès sur l'Europe aussi, la France, puis on verra après, quoi. Il y a une énorme demande au niveau de Saint-Pierre de ce genre d'entreprise. En plus, tout est fermé le dimanche, nous sommes les seuls ouverts. Ça marche très bien, nous sommes contents. Nous sommes 9 à travailler, donc ça fait déjà du monde. Et il nous faudrait encore du personnel supplémentaire pour évoluer. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur depuis plusieurs générations. Ma mère a son entreprise aussi. Et moi, j'ai étudié au Canada, donc en administration des affaires. Et c'était un rêve de rentrer sur l'archipel et de faire quelque chose, en fait. Grâce à l'Europe, le soutien qui a été porté par la collectivité territoriale, on a pu mener à bien notre projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence et on espère qu'on puisse vraiment mettre notre plein potentiel et vraiment mettre en avant tous nos services et notre hôtel, notre complexe hôtelier. Je m'appelle Laurent Vuy, j'ai 30 ans, on se trouve à Saint-Pierre-et-Miquelon, place Générale de Gaulle. Donc ça, c'est le food truck qu'on a réussi à être financé par l'Europe. Ça nous a été financé au moins, on va dire, une vingtaine, 20% de ça. Et donc grâce à ça, on a pu vraiment avoir toutes les aides après des banques, au niveau aussi des aides des assurances, tout ça, ça nous a vraiment aidé. À partir de 2017, c'est là qu'on a pu sortir le projet de terre avec cette nouvelle maison basse. Alors notamment, c'était grâce aussi aux fonds européens et le conseil territorial de Saint-Pierre, parce qu'on n'aurait pas pu sinon. Cette maison basse a fait que tous ceux qui ont un lien avec la culture basque, le sport, la danse, c'est un lieu où ils peuvent venir et se réunir, échanger. Ces fonds européens, ils ont vraiment tout changé sur ce plan d'action 2015-2019 parce qu'on avait un gros déficit au niveau de l'offre locale, que ce soit au niveau du nombre de chambres, au niveau de l'hébergement, de la qualité. Il y a eu vraiment un énorme changement et ça a permis de financer tous ces projets. La stratégie qu'on a menée à partir de 2016 a été la bonne, puisqu'entre 2016 et 2019, c'est plus de 30% de touristes. Donc, ce qui est énorme. Donc, ce qu'on a initié en 2016 a permis très rapidement, en tout cas, d'avoir une stratégie nouvelle, de porter la marque Saint-Pierre-et-Miquelon des îles d'exception et de faire en sorte que, localement, celles et ceux qui souhaitaient s'investir dans le secteur, puissent investir.
Merci à tous ces entrepreneurs d'avoir joué le jeu et surtout pour leur beau projet. On va avoir certains d'entre eux qui vont venir partager leur expérience avec nous. Alors le format, c'est des pitchs, hein, ça va être 5 minutes, donc ça va être assez dynamique. Est-ce que, avant que je passe la parole au premier intervenant, vous aviez des questions ou vous souhaitiez intervenir, partager un ressenti sur ce qu'a été l'impact de l'Union européenne pour vous? Oui, Président. Oui, merci Olivier. Peut-être une question pour toutes celles et ceux qui auraient pu éventuellement être amenés à se la poser, c'est-à-dire ce changement d'organisation au sein du territoire et tu l'as parfaitement évoqué tout à l'heure, sur le mode participatif. C'est une nouvelle forme d'organisation, c'est-à-dire que indirectement, ce que l'Europe nous a imposé en termes d'exercice, eh bien, il a fallu que le territoire s'adapte. Participatif, c'est-à-dire qu'on doit se construire avec l'ensemble des acteurs du territoire, institutionnels, publics, privés, pour faire en sorte, c'est bien de répondre à une demande certes institutionnelle, mais qui permet au territoire de travailler en mode projet. Pour avoir eu quand même de nombreuses reprises pu exposer la stratégie du territoire à d'autres territoires ultramarins, je peux vous dire que notre organisation qui consiste à bien définir notre stratégie, ce que l'on sera amené à faire dans les 4 ou 5 ans, je peux vous dire que ce n'est pas dans tous les départements d'outre-mer ou collectivités d'outre-mer où on a cette stratégie. Donc c'est, je crois, véritablement une chance. Et ma question, et j'en y arrive, mais tu pourras avoir la réponse, Olivier, comment avait été accueilli localement ce nouvelle façon de fonctionner dans une époque où, tu l'as parfaitement évoqué, on parlait de morosité? Oui, donc tout à fait. En fait, c'est vrai que l'habitude, c'était de programmer les fonds européens, les arcs-boutants en appui au contrat de développement. Et ça, c'est vrai que l'Union européenne n'aimait pas trop, puisque le contrat de développement, c'était une somme de projets avec l'État, mais ce n'était pas la politique du territoire. Donc c'est vrai qu'elle nous a suggéré, et que du coup on s'est un peu placé comme pionnier à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'époque au niveau des PTOM. Localement, ça n'a pas été évident. Je parle sous le contrôle de Yannick et Vicky. Au départ, c'est vrai que il y avait une attente, il y avait toujours un petit peu d'espoir, mais il y avait aussi eu beaucoup d'espoir déçu. Et c'est vrai que cette nouvelle forme de réunion et cette nouvelle façon de faire du développement économique, au début, elle a surpris. Certains ressortaient de réunion avec le sourire et étaient étonnés de ces nouvelles méthodes. D'autres, au début de certaines réunions, ils refusaient presque les nouvelles méthodes. Donc ils disent non, moi je veux rester à ma place, je veux faire comme d'habitude. Donc ça a été progressif, mais globalement ça a été très, très constructif. Et je dirais que c'est presque une surprise. Je dirais qu'on est au 3e plan d'action et que ça marche toujours, parce que ce qu'on voit dans beaucoup de territoires, c'est que parfois le souffle retombe. Et on a maintenu ce souffle-là grâce à tous ceux qui s'investissent dans ces projets. Et pour être jeune président, j'ai pu constater que cette stratégie que l'on avait menée dès 2008-2009, aujourd'hui, est établie, mais dans des champs extrêmement larges. On parle du tourisme, mais on peut parler aussi de plans de gestion de la forêt, on peut parler aussi de méthodes participatives dans le cadre de la PPE, on peut parler aussi de méthodes participatives sur des stratégies tout autres, pêche aussi. Et je crois qu'un territoire doit se construire impérativement, uniquement pas sous couvert d'unité préconçue, mais véritablement en essayant d'aller saisir toutes les forces vives, de laisser exprimer et essayer de travailler ensemble conjointement. Je vous avoue, c'est pas simple, il y a parfois des réticences, mais en tout cas, je crois que le SDS a été, en tout cas sur sa première phase 2010-2030, un élément déclencheur d'une stratégie d'organisation complètement décloisonnée. Et c'est une chance, et à mon avis, il faut encore se saisir cette chance-là pour travailler de cette forme-là, qu'on soit du privé, je dis bien du public, qu'on soit de la fonction publique d'État ou qu'on soit de la fonction publique territoriale.
À droite. Bonjour. Oui, je m'interrogeais sur qu'est-ce qui faisait qu'un projet public, privé ou mixte pouvait bénéficier d'aides européennes. Oui, là on est dans le concret. En fait, ce qu'on a vu dans la slide, c'est que la collectivité et l'Union européenne vont développer une stratégie sur un secteur. En amont du choix du secteur, déjà, un porteur de projet, qui soit public, privé ou mixte, il va pouvoir faire remonter à la collectivité son projet, avant même que le secteur soit arrêté. Et après, une fois que le secteur est décidé, qu'on a une stratégie, là encore, il y a des marges de manœuvre. La collectivité est souple. Le contrat avec l'Union européenne, ce n'est pas tel projet, telle personne. Non, il y a vraiment la possibilité de faire du sur-mesure et de s'adapter au projet qui émergerait. Et j'ajouterais peut-être une souplesse, mais par contre des règles d'intervention qui sont préétablies, qui sont présentées aux élus ici présents et qui sont votées en séance officielle. Ces règles sont préétablies, mais elles peuvent aussi être amenées à évoluer dans le temps. On leur a vu par exemple un dispositif sur la création de chambres où on a été amené à moduler les aides en fonction par exemple de la qualité du bien qui pouvait être subventionné avec par exemple des aides 3 à 4 fois supérieures lorsque l'hébergement qui allait être créé eh bien, allait avoir un standing un peu plus élevé, puisque l'objectif étant forcément non pas dans le secteur du tourisme chercher à de la massification, mais de chercher à avoir une clientèle d'une gamme un peu plus élevée. Merci. Oui, vous avez parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon comme le dernier des territoires associés à l'Union européenne, la famille européenne isolée. Et sans parler de continuité territoriale, comment faire pour que les liaisons entre l'archipel et l'Europe, en particulier la France bien sûr, puissent être à des prix plus abordables pour y compris les touristes qui pourraient venir? Merci pour cette question. Alors déjà, je vais préciser la notion de PTOM isolé. C'est en fait, dans notre jargon, ça va être les PTOM qui ne font pas partie d'une région comme Caraïbes-Pacifique, qui du coup n'ont pas de fonds régionaux. Et donc on avait négocié le fait qu'on ait un bonus d'aide qui puisse aider, par exemple, pour financer des ferries et s'intégrer avec le Canada. Donc ça, c'est la notion de PTOM isolé. Par rapport à votre question, je vais peut-être laisser le président répondre. Merci, oui, je pense que... Là, vous l'avez évoqué, on parle de continuité territoriale. Elle existe sur l'aérien, elle existe aussi sur le fret maritime. Et là, il ne s'agit pas de financement en provenance de l'Europe, il s'agit plutôt de financement en provenant de l'État français, puisque aujourd'hui, que ce soit la compagnie locale Air Saint-Pierre, eh bien, bénéficie ce qu'on appelle d'une subvention d'équilibre pour assurer cette continuité. Voilà, que ce soit principalement sur le Canada ou à la saison estivale ou lors de la saison estivale sur la métropole. Le prix du billet, forcément, plus il va y avoir de subventions d'État, moins le prix du billet pourrait être élevé. Le choix qui a été fait très récemment, c'est de désenclaver le territoire et faire en sorte que sur la belle période juin, juillet et août, eh bien, il y ait une ligne directe à un prix, en effet, voilà, qui peut paraître moins important que ce que l'on a l'habitude d'avoir comme prix sur le territoire, mais il n'en demeure pas moins que le prix reste quand même toujours à 1 200 €. Donc oui, le désenclavement du territoire doit aussi passer forcément par une desserte à moindre coût. Ça a été d'ailleurs, et ça a déjà fait l'objet d'une délibération en séance officielle, avec une recherche de diminuer le coût pour faire en sorte que les habitants du territoire puissent davantage se déplacer à moindre coût, mais aussi forcément, quand vous êtes sur une stratégie de développement touristique, de faire en sorte qu'eux puissent aussi
venir à moindre coût. Et pour aller beaucoup plus loin sur l'histoire de la continuité, certes, on parle de l'Europe, mais le choix qu'a fait la collectivité en faisant l'acquisition de 2 bateaux de l'ordre de 26 millions d'euros, c'est de désenclaver le territoire, mais là, cette fois-ci, avec la ville voisine la plus proche du côté du Canada, Fortune. Bonjour. Une question qui peut sembler technique, mais qui, je pense, est extrêmement politique. Et quand on parle de développement stratégique, on parle de politique, qu'elle soit européenne ou territoriale. C'est sur un projet un peu moderne qui se développe de plus en plus au sein même de l'Europe, le développement des monnaies locales. Est-ce que ce type de projet pourrait être porté à la fois donc, par l'Europe, dans le cadre de ce que vous présentez, ou voire même soutenu par la collectivité territoriale ? Alors oui, en effet, c'est hautement politique. Il me semble, mais alors Olivier, tu as certainement plus le bénéfice de l'histoire, c'est qu'en bénéficiant de financements européens, on vient porter les valeurs de l'Europe. Et l'une des valeurs aussi, et je crois que ce qui a été recherché après cette volonté, rappelons-nous le texte de Schuman en 1950, c'est d'avoir une Europe qui soit unie au début à 6 et à plusieurs. Et la monnaie a constitué le socle aussi, me semble-t-il, justement, du partage de ces valeurs européennes. Ça a été une volonté hautement politique. Je pense qu'aujourd'hui, là, cette volonté-là, elle serait plutôt à porter non pas à un échelon européen, mais plutôt à un échelon local, en disant est-ce qu'il faut une monnaie spécifique sur le territoire ? La question est posée. Je vous avouerai que je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment une décision plutôt politique je dirais, des collectivités locales, qu'elles soient mairie ou même conseil territorial. Mais je n'ai pas la réponse à vous donner là aujourd'hui. Est-ce qu'on a une dernière question avant de passer à la phase suivante? Ça vous va pour cette partie? Merci à ceux qui sont intervenus. N'hésitez pas encore pour la suite. Donc, on va passer à la prochaine session avec la présentation de Laurent Vuille, qu'on a vu dans la vidéo, et de son projet de food truck. Un peu. J'étais tellement content de savoir que ce projet se mettait en musique. Tu veux t'asseoir? Merci. Alors, je me présente, je m'appelle Laurent Vuille, j'ai 30 ans, j'ai créé mon entreprise en 2018, j'étais rendu au chômage, pas de travail dans le bâtiment cette année-là, et ma femme qui travaille à la DC Step a rencontré Bernard Briand et elle lui a parlé du projet, a accompagné moi et ma conjointe, et ensuite on a eu, avec ce qu'il nous a donné en bagage, on a pu aller voir autre chose, et on a eu pas mal d'aides, que ce soit de la collectivité, que ce soit de la DC Step et que ce soit aussi du plan pour les jeunes. Donc, on a commencé à chercher progressivement, que ce soit les comptables, que ce soit les fournisseurs et que ce soit aussi pour le camion, parce que le camion était difficile, que ce soit autant acheter un camion en Europe qu'aux États-Unis. Et on s'est vite rendu compte qu'avec les normes européennes, c'était très très compliqué de faire venir un camion directement des États-Unis. Donc on a cherché et on a trouvé le camion qu'il nous fallait, vraiment à la taille de l'archipel. Et on s'est lancé directement dans ce projet-là, tout en donnant, on va dire, une partie des clés à la collectivité pour qu'ils puissent nous aider à obtenir ces fonds d'aide européens. Et avec le temps et surtout avec l'énergie, on a réussi à tout obtenir, c'est-à-dire que ce soit les fournisseurs locaux, que ce soit aussi en métropole et que ce soit pour le camion, parce que c'était très difficile de autant avoir des informations sur le camion que les détails aussi du projet. Parce que c'est assez difficile de dire est-ce qu'on allait obtenir le camion rapidement, quelle date, en sachant qu'on a commencé l'entreprise en juillet, qu'il faut à peu près 1 an, en règle générale, pour monter l'entreprise, plus avoir le camion. On l'a obtenu en 8 mois, ce qui est assez énorme. Et on a surtout réfléchi à monter cette entreprise parce qu'on savait que la collectivité avait investi dans des ferries neufs qui allaient faire venir aussi plus de touristes. Donc, il fallait un accueil directement au plus près des touristes et surtout au plus près des ferries pour qu'ils ne soient pas perdus dès qu'ils rentrent. Ils voient automatiquement un camion avec des gens, ils peuvent poser des questions. Nous, en même temps, on travaille aussi avec la collectivité et aussi avec le point
du tourisme, pardon. Et donc, nous, on s'est dit, on part là-dedans et on s'est vraiment lancé. Et voilà où on en est maintenant. Ça fait 2 ans qu'on est là. Et je voulais aussi, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la crise. Nous, en fait, la Covid nous a aidé en fait, à monter en puissance et non pas baisser, parce qu'on avait un projet qui était aussi qu'on pouvait se déplacer dans les quartiers. Donc, on remercie encore M. Briand de nous avoir donné l'accès à pouvoir aller dans certains quartiers qui appartiennent à la collectivité, et en allant aussi plus près des gens pour fournir aussi ce qu'ils la demandent. Voilà. Merci Laurent. À moins qu'il y ait une question, je vais passer... Oui, tu veux répondre à la question ? Peut-être un point avant que la personne intervienne. Ce qui est très intéressant dans ce que tu as dit, Laurent, c'est que tu pars d'unité, tu t'es inscrit dans une logique qui était celle du tourisme, développement d'une activité. Il existait des moyens financiers, qu'ils soient publics côté collectivité, mais aussi côté État. C'est la convergence de l'ensemble des financements qui vous auront permis, parce que c'est vraiment un projet de groupe, comme il faut se le rappeler, eh bien de satisfaire une bonne partie des gens qui aujourd'hui sont aussi friands de ce type de cuisine. Oui, alors du coup, je voulais rebondir sur son expérience, parce que je voulais savoir si dans le fonctionnement en mode projet, des moments spécifiques pour la société civile de Saint-Pierre-et-Miquelon, privée, est-ce que des moments spécifiques sont prévus pour que chacun puisse présenter un projet, ou alors là c'est au gré d'une bonne rencontre, heureusement. Mais est-ce qu'il y a des moments spécifiques qui ont été prévus et qui sont prévus et qui ont... Voilà. Alors, des temps spécifiques de présentation, il y en a déjà eu par le passé. Celui-ci, par exemple, il y en a déjà eu d'autres aussi sous d'autres formes. Après, sur un territoire comme le nôtre, généralement, quand quelqu'un a une idée, il croise toujours au coin de la rue un élu qui renseigne l'autre élu. Et ça finit toujours soit chez l'un des vice-présidents ou directement du président. Et parfois, ça met moins de 24 heures pour que le président soit saisi d'un sujet. Et donc, d'une manière ou d'une autre, de faire en sorte de le libérer un temps nécessaire, d'une part, pour écouter, mais pas que de l'écoute. Chercher aussi à trouver, avec les cadres de la collectivité, les solutions pour permettre aux porteurs de projets qui se posent des tonnes de questions de pouvoir passer par une étape de formalisation qui est extrêmement importante. Ça prend du temps. Laurent évoquait tout à l'heure que les choses se sont passées, pour lui en tout cas, de manière assez accélérée, mais il a oublié quand même de vous évoquer la difficulté auxquelles ils ont été confrontés, notamment sur l'arrivée de certains matériaux et pas des couteaux de cuisine qui sont pareils. Enfin bref, il y a toujours des péripéties, mais dans cette démarche-là, je crois que quand on est épaulé, quand on est soutenu, et je crois que les élus sont là pour ça, même si derrière il y a une administration et il y a des règles, eh bien on essaie de mettre de l'huile dans les rouages pour permettre à des jeunes entrepreneurs, parce que là c'est parfaitement le cas, eh bien, de pouvoir investir et non pas attendre forcément d'entrer dans la fonction publique. Moi après, ce que je voulais dire, c'est qu'à Saint-Pierre, on a une chance, c'est que tout est à côté, comme Bernard a dit, et c'est plus simple pour aller les voir après. Nous, on avait un projet qui était déjà carré, on s'était déjà renseigné un peu de partout avant de se lancer, et c'est vrai qu'on a encore cette possibilité-là, que tout est à côté. Donc, tout est assez simple et puis c'est très facile de passer un coup de fil et de prendre rendez-vous avec une personne et d'obtenir assez vite le rendez-vous. Merci. Je vais rajouter juste mon petit mot aussi. En fait, c'est une très bonne question aussi d'un point de vue de la méthode projet que vous posez. En fait, on s'interroge parfois sur jusqu'où on va pour aller chercher les gens, puisque ce qu'on nous disait aussi en 2019-2020, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de démarches participatives et que les gens étaient extrêmement sollicités. Et c'est pas toujours, on ne peut pas inviter forcément tout le monde dans les réunions. Donc c'est bien qu'il y ait ces différents canaux finalement, institutionnels, des acteurs socio-économiques et des porteurs de projets individuels qui peuvent se multiplier. Mais si vous avez un projet, on va vous mettre sur le radar et on va vous inviter aux réunions aussi. Donc ça dépend à quel moment aussi on va avoir connaissance d'un projet.
Très bien, on va essayer de rester dans le timing. Merci beaucoup Laurent. Je vais passer la parole à Vicky Cormier pour nous présenter le projet de la MNE, qui était un petit peu son bébé aussi, même si c'était aussi un projet participatif qui a fait intervenir beaucoup de personnes. Merci Olivier. Bonjour à tous. Je vais peut-être me mettre là, non ? Pour faire le PowerPoint. Merci bien. Donc, la Maison de la Nature et de l'Environnement, en effet, c'est un projet qui a été souhaité dans le programme qu'Olivier a présenté tout à l'heure. Cet équipement, c'est un équipement que la collectivité a souhaité dédier d'une part à la biodiversité locale pour permettre de développer un nouveau secteur économique autour de l'écotourisme et de la valorisation de nos écosystèmes qui sont riches, qui ont une haute valeur patrimoniale, donc en particulier sur Miquelon-Langlade. C'est pour ça que le choix de l'implantation a été fait au centre de la commune de Miquelon. Le deuxième objectif, c'était de développer vraiment l'éducation à l'environnement et d'avoir un outil opérationnel qui permette de développer un programme de sensibilisation des scolaires. À savoir qu'il y avait déjà quelque chose qui existait, un programme qui était mené par le centre culturel et sportif, mais là, la volonté de la collectivité, c'était vraiment de donner une impulsion plus importante et d'avoir un lieu, donc d'où le nom de maison, qui soit pour le public, que ce soit les touristes, les habitants de l'archipel et bien sûr les enfants et les scolaires. Donc ce travail, il a commencé en 2008 par une étude de faisabilité. Donc dans cette étude, on a d'abord, parce que le terme de maison de la nature, ce n'est pas un équipement qui est prévu, c'est des équipements qui sont à géométrie variable en fonction des objectifs locaux. Ce n'est pas un dispositif national ou autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut avoir une géométrie variable. Donc il y a eu un gros travail local de fait avec les acteurs du territoire et c'est ce que la collectivité a souhaité. Donc on revient sur ce qui a été dit tout à l'heure en termes de méthode et de concertation. Il y a également eu une démarche participative de mener. Donc c'est vrai que ça prend du temps parce que comme disait le président à l'instant, ça demande un travail de terrain, de fond, de méthode aussi. Mais ça a vraiment été mis en place pour ce projet. Et au long de la première année, il y a eu un nombre de concertations avec les associations de chasse, de pêche, les acteurs professionnels du tourisme. Et il y a eu aussi, bien sûr, les collectivités et les associations qui œuvraient sous un aspect plus jeunesse, animation, de manière à pouvoir rédiger de manière partenariale un scénario. Parce que créer une maison de la nature, qu'est-ce qu'on y raconte ? Donc, l'histoire que vous pouvez voir aujourd'hui, parce que l'équipement est en fonction, il accueille du public, c'est un scénario qui a été vraiment construit par les acteurs de l'archipel. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est la fiche de l'inauguration, donc en 2017. Et aujourd'hui, l'équipement a un vrai projet éducatif partenarial avec l'éducation nationale. Le travail se fait vraiment avec les classes et les scolaires et les professeurs. Et la collectivité a adapté les horaires du ferry pour que la journée du jeudi soit une journée privilégiée pour les scolaires dans cet équipement. Donc aussi, il y a eu la création d'une réelle boîte à outils locale faite par les acteurs du territoire et en particulier une agent de la collectivité qui travaille dans ce domaine depuis de nombreuses années, qui est Sylvie Arlen-Mahé. Et elle avait déjà conçu en partenariat avec de nombreux acteurs différents outils, mais la boîte a été largement étoffée à l'occasion de la mise en place du projet de la Maison de la Nature. Et aujourd'hui, nous disposons d'un nombre d'outils locaux présentant la pêche à pied, nos zones humides,
le milieu littoral, et on a essayé aussi de s'enrichir des différents partenariats scientifiques. On parlait il y a quelques jours du congrès scientifique. On a fait la collectivité avait en place pour d'autres problématiques des partenariats scientifiques, et on a réexploité ces connaissances, par exemple sur le littoral, à l'intérieur de la Maison de la Nature, où il y a eu un vrai travail de vulgarisation des connaissances, de façon à ce que la population puisse bénéficier de tout ce qu'on pouvait savoir sur nos écosystèmes. Donc aujourd'hui, il y a une haute fréquentation parce que c'est quand même 2000 visiteurs par an. Donc tout de suite, ça a marché fort et bien. On a continué les partenariats comme on peut voir en haut à droite. Et là, c'est un exemple de partenariat avec aujourd'hui l'Office français de la biodiversité sur toute la valorisation des mammifères marins. Donc on a essayé de combler toutes les lacunes sur des outils de proximité avec la population et sur le champ éducatif qui n'existaient pas encore, et qui se rapprochaient d'initiatives qui avaient pu être faites soit dans d'autres outre-mer, soit dans d'autres territoires à moyenne ou petite échelle. Donc ici, on a un exemple aussi concret d'une plaquette de sensibilisation sur le sénescent. Donc des petits outils qui peuvent paraître simples, mais qui sont tout à fait, qui nécessitent un travail derrière. Et ça a permis, par exemple, d'expliquer à la population les enjeux sur l'arrachage du sénescent, qui sont des enjeux importants et parfois complexes à expliquer. Donc, un des objectifs du SDS, mais aussi de l'époque du contrat de développement. Donc, la MNE est un exemple aussi de l'articulation des documents de planification territoriaux, parce que le contrat de développement de l'époque venait aussi compléter ce que prévoyait le SDS sur ce projet-là. L'objectif principal, c'était de diversifier la saison touristique, donc d'essayer d'exploiter aussi plus tôt dans la saison une période qui était peut-être peu propice, enfin pas la même en termes de visite qu'en été, mais aussi d'essayer de se soustraire un petit peu à notre météo qui parfois, avec tous ses charmes, nous réserve quelques caprices. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un produit tout temps, donc aussi en intérieur, d'avoir des activités à faire en intérieur, mais toujours en lien avec aussi l'extérieur, et valoriser par exemple le réseau de sentiers du territoire qui appartient à la collectivité, qui fait partie de ses compétences et de ses champs d'intervention. Donc il y a eu un gros travail depuis 10 ans qui a été mené sur la rénovation du réseau de sentiers, son inventaire, son recensement, et essayer aussi toujours avec priorité de faire de la concertation et de travailler avec les acteurs du territoire. Donc il y a un groupe de travail qui a été monté et qui est animé régulièrement, au moins annuellement, et qui a permis de poser les priorités en termes d'aménagement pour avoir absolument une conciliation des usages. L'objectif était que tous les usagers se retrouvent dans le partage de l'espace. Donc on s'est entouré aussi de la Fédération française de randonnée, de l'Office national des forêts, qui est le leader en matière d'aménagement au niveau français sur les aménagements respectueux de la nature. Et on vient justement, là vous voyez des photos tout à fait récentes, puisque la semaine dernière s'est achevée une mission de 2 semaines sur le balisage des sentiers. Donc le réseau est à nouveau totalement balisé. Donc, un autre aspect important, c'est que l'équipement de la MNE, dès l'étape de faisabilité et dès les objectifs posés par la collectivité en 2008 pour ce projet structurant, il y avait l'idée aussi de permettre un développement des activités privées autour de la Maison de la Nature. Et ça, quand on a vu apparaître au fil des années quelques opérateurs qui se sont soit des opérateurs nouveaux, soit des opérateurs qui ont redynamisé leur offre, c'était un indicateur également de réussite, parce que c'est des prérequis qui avaient été posés. C'est permettre qu'il y ait aussi une initiative privée, dans le respect bien sûr de la biodiversité, mais qui puisse graviter autour de l'offre que proposait la MNE, et surtout dans le même objectif. Donc là on voit les... Comment ? Oui. Donc on voit justement un opérateur qui propose des tours guidés sur les sentiers et de la randonnée, mais aussi la visite du Grand Barachois en Zodiac, ici en bas.
Et la dernière chose pour conclure, c'est que la MNE, c'est aussi un support pour développer un enjeu important que le président a évoqué, c'est la mise en numérique du territoire. Donc ici, vous voyez le logo qui concilie l'esperluette, l'importance de nos milieux sur l'archipel et de notre avifaune, avec la petite tête du macareux. Donc ce projet de SPM Boréal est une application numérique dédiée à la biodiversité qui va être lancée dans les prochaines semaines, mais c'est encore un outil qui permet une accessibilité de la connaissance pour la population, mais aussi pour les touristes et les scolaires, qui sont des générations beaucoup plus proches de l'outil numérique aujourd'hui. Voilà. Merci Vicky. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce projet de MNE? Bon, merci beaucoup. On va passer au prochain intervenant, Monsieur David Lamoureux, qui va nous parler du projet basque. Bonjour. Alors, je ne suis pas un orateur affirmé. Merci Rudy. Je ne m'attendais pas à ça. Donc il faut savoir que le mouvement basque existe officiellement depuis 1903 avec la création du cercle Sastiparkbat. Donc les dirigeants que nous sommes sont de passage. Il y a eu du monde avant nous et il y aura du monde après nous. Edith, qui est avec moi mais qui est cachée, est présidente de l'Euskal Etxea depuis 2019 et Dimitri, le président de la Ligue, depuis 2018. Donc voilà. En fait, la construction de la maison basque s'inscrit dans la continuité du Trinquet, initié par Léo Aran, l'ancien président. Donc nous, on a commencé avec Léo à participer aux ateliers en 2013 SDS et contrat de développement. On a participé à tous ces ateliers. Et puis, progressivement, on s'est mis en tête, on va dire, avec Léo, de un projet de maison basque. Avec différents objectifs. C'était d'abord d'avoir des vestiaires, puisqu'il faut savoir que la maison basque, c'était l'ancienne forge de la mairie des années 30. Ensuite, on souhaite, et c'est d'actualité, l'histoire des Basques de l'archipel, une salle de réunion, un bureau, un appartement vu les problèmes de logement sur l'archipel. Bien sûr, un lieu de stockage de toutes les activités basques. Et puis une cuisine, bien sûr, pour la fête basque. Et puis des toilettes publiques. Alors ça, c'est suite au bail amphithéotique qui avait été signé avec la mairie en 2009. C'était une contrepartie pour l'obtention du terrain sur 25 ans. Donc on a participé à tous ces ateliers et puis on a présenté notre dossier c'était en mars 2015. Un projet évalué à 650 000 euros. Et puis en juin 2016, on a eu la décision officielle du Conseil pour sa participation. Donc c'était 50% à hauteur de 300 000 euros. Donc c'était une très bonne nouvelle. Donc on s'est attelé ensuite au plan de financement, enfin à tout ça. Les travaux ont débuté, on a signé la convention avec le Conseil en juillet 2018. Les travaux ont démarré en août 2018 pour se terminer en décembre 2018, sachant que on était hors d'eau, hors d'air en décembre 2018 et que tous les travaux d'aménagement intérieur seront effectués par les bénévoles. Donc l'ouverture du Trinquet s'est faite en mars 2019.
Ensuite, c'est une maison basque sur 2 niveaux, 180 mètres carrés sur 2 niveaux, qui répond à toutes les exigences qu'on voulait, et notamment un aménagement spécial pour la fête basque, puisqu'il n'y a plus les cabanes durant la semaine basque, il n'y a que les cabanes le dimanche. Le fait de tout avoir en stockage, ça nous a fait gagner du temps, notamment à la fête basque, puisqu'on fermait le trinquet du 1er août au 15 septembre, en gros. Et puis, il fallait récupérer tout le matériel, alors que maintenant, on est prêt une semaine avant, et 10 jours après, le trinquet est ouvert, la maison basque est en état. Ensuite, forcément, pour trouver des bénévoles, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Et encore, on est à Saint-Pierre-et-Miquelon et c'est assez facile de trouver des bénévoles. Donc, cette maison basque, ce qu'elle nous a apporté, c'est déjà l'appartement. Ensuite, on va dire que c'est un peu la maison des Basques aussi. Et en fait, ça a permis aussi de visualiser tout ce qui a été investi par la population locale ou les collectivités lors de toutes les manifestations basques qui sont organisées. C'est-à-dire que voilà, les gens viennent boire des bières, mais voilà, pour résumer. Donc en avril 2020, on a fini l'appartement, donc voilà. Et puis les travaux se poursuivent. Grâce à une subvention complémentaire du Conseil, on a pu faire le revêtement extérieur. Et la façade a été finie le 18 juin 2021. Donc, alors les travaux de la Maison Basque, les fonds publics qui regroupent le ministère de l'Outre-mer, la réserve parlementaire, la CPS, le gouvernement basque représente donc 25% des fonds. Le conseil territorial, avec le fait de 40% des fonds. On a fait un prêt bancaire de 60 000 € pour finaliser les travaux en 2019. Et des fonds propres à hauteur de 25%. Après, on a estimé à 40 € les heures de bénévoles, mais bon, ça c'est évidemment très difficile et sûrement sous-estimé. Donc sur les heures de travail, voilà. Et puis... Et puis, le dernier, on a axé la construction de la Maison Basque sur le développement durable, qui tombe bien parce que ça permet de réduire les coûts de fonctionnement aussi. Ce qui fait qu'à long terme, on a très peu de... Enfin, déjà à court terme, on a peu de frais de fonctionnement, ce qui évite des cotisations importantes ou des demandes de subventions de fonctionnement. Et puis... oui, je conclus. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un magnifique projet. On va passer... il y aura peut-être, s'il y a des questions, on pourra les prendre à la pause au café. On va parler maintenant du dernier projet qui est la distillerie. On a un enregistrement du directeur de l'usine. Bonjour, donc Yannick Mahé. Donc, je suis ici en différé par rapport à vous, j'en suis désolé, mais pour vous présenter donc, le projet de distillerie de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un projet que nous avons initié avec mon partenaire qui est Christian Vergier il y a à peu près 4 ans et demi maintenant.
Donc, l'idée était d'installer sur l'archipel une distillerie de whisky premium bio. Voilà. Alors, pourquoi cette attention, pourquoi cette idée ou ce projet? En fait, il est né d'une réflexion historique, c'est-à-dire le passé ou l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon connectée à l'histoire de la Prohibition, et un constat qui était celui qu'après un passé aussi intense, aussi marqué avec le monde des alcools, finalement, il ne restait plus de production, en tout cas à un niveau industriel, sur l'archipel. Le deuxième aspect, c'était d'avoir imaginé aussi qu'un certain nombre de territoires d'outre-mer avaient une identité qui était généralement et très souvent connectée à différents produits, mais notamment à des productions de spiritueux. Le rhum de la Martinique, l'île Maurice, tous ces éléments-là ont souvent un marqueur relativement fort qui est leur production de spiritueux identitaires. Donc l'idée était également de pouvoir proposer, en tout cas à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour son rayonnement, pour son identité, de proposer un alcool qui permette de rejoindre à la fois son histoire et de rejoindre également un marché qui est aujourd'hui relativement porteur. Donc le marché aujourd'hui des spiritueux de manière générale, mais des whiskies en particulier, est un marché à fort dynamisme. On va parler de courbes de croissance qui vont être de l'ordre de 8 à 12, voire 15% de progression annuelle, suivant les segments dans lesquels on se positionne. Voilà, ça c'était quand même une intention intéressante. Et puis évidemment, le débouché, c'est-à-dire notre produit, on le destinait principalement au marché nord-américain et asiatique. Donc, la proximité de l'archipel avec le continent nord-américain est évidente. La proximité, voire même l'interconnectabilité était quand même un facteur de succès pour nous. Et puis globalement, il y avait alors, à la fois des éléments incitatifs et d'autres qui l'étaient moins, mais qui se compensaient. Donc il y avait quand même cette histoire. Donc on sait qu'aujourd'hui, faire vivre un produit, c'est faire vivre une histoire, c'est faire vivre un marketing. Il s'avère que sur Saint-Pierre-et-Miquelon et son histoire, avec la Prohibition, la connexion, l'histoire à raconter, le marketing était relativement évident. Il y avait aussi une facilité d'accueil, d'accompagnement, de suivi du projet qui a été ressenti immédiatement, et on a été porté à la fois par l'ensemble des élus de l'archipel qui ont soutenu ce projet, qui l'ont soutenu également financièrement, puisque, alors, en termes de volumétrie, nous sommes sur un projet qui, dans ses phases de démarrage, va lever à peu près 4,2 millions d'euros de besoins de financement, dont une partie a été amenée via le Conseil territorial au travers du Fonds européen de développement, donc à hauteur de 400 000 euros. Le deuxième aspect, fiscalité, ça a été de bénéficier d'une défiscalisation outre-mer au travers des dispositifs Girardin notamment. Et ça a eu un rôle relativement déterminant, accompagné des fonds propres pour faire un effet de levier, les fonds propres sont à peu près de 1,2 million d'euros globalement, pour aller chercher les 3 millions d'euros de concours bancaires qui manquaient. Donc, ces deux éléments-là cumulés ont permis de lever les fonds complémentaires sur un modèle économique qui est intéressant, mais qui est complexe au démarrage, puisque la spécialité ou la particularité des whiskies, comme tous les alcools vieillis d'ailleurs, c'est de devoir être produit, stocké pour vieillissement et vendu. En l'occurrence, notre cycle de production à nous, c'est le temps d'installation de l'ensemble de la chaîne de production, puisqu'il n'y a pas de sous-traitance possible sur l'archipel. Donc, ça veut dire la brasserie, ça veut dire évidemment la distillerie, ça veut dire également les chais et toute la partie, on va dire, bureau, labo qui va autour de ça. Et donc, le modèle économique, c'est d'installer la production pour la vendre à démarrage de production plus 3 ans révolus, puisqu'il faut 3 ans à un whisky de vieillissement pour pouvoir bénéficier du label whisky. Voilà. Donc, ça, c'était nos contraintes. Par contre, évidemment, la fiscalité de l'archipel a compensé un certain nombre de survaleurs et la proximité, je le disais tout à l'heure, avec le marché nord-américain a été quand même un élément déterminant pour nous en termes d'implantation, comme celui de permettre à un produit d'avoir une identité connectée à un territoire qui nous est cher. Voilà. Donc ça, c'était l'ensemble du projet. Maintenant, nous en sommes à la phase où la mise en production, l'envieillissement a été lancé. Nous devrions être en mesure de produire et de sortir les premiers produits pour cette fin d'année. Donc, sans doute avec des volumétries de démarrage qui sont un peu plus faibles, puisqu'en fait, on fait de la mise en vieillissement seulement sur l'archipel. La production va démarrer courant d'année prochaine. Et après, une montée en puissance pour nous amener au volume attendu, qui sont de l'ordre de production de 100 000 bouteilles par an, ce qui d'ailleurs fait du projet un des plus gros faiseurs
au niveau français, puisque la majorité des distilleries, micro-distilleries, sont à la barre des 30 000 ce qu'on appelle cols, c'est-à-dire bouteilles par an, là où nous projetons d'en faire à peu près 100 000. Mais cette volumétrie-là est nécessaire par rapport au pays que nous ciblons, puisqu'en fait, pour pouvoir aller être référencé sur les marchés nord-américains, il faut être en mesure d'assurer des capacités, des constantes de production qui relèvent du champ entre guillemets industriel plutôt que de la micro-brasserie, micro-distillerie. Voilà. Donc, ce projet-là, aujourd'hui, est en phase, j'allais dire, de maturation. Donc, on va pouvoir lancer nos produits, la gamme de produits, puisqu'on aura à la fois des alcools qu'on appelle non vieillis, c'est-à-dire qui ont moins des 3 ans révolus. Là, c'est ce qu'on va produire d'ici la fin de l'année. Et globalement, après, on va installer une gamme de produits où il y aura du 3, 5, 8, 12 ans d'âge pour faire une gamme complète et qui s'adressera à différents segments de marché. Donc voilà en substance la nature du produit, du projet. Encore une fois, je voulais, au nom de tous ceux qui ont porté et qui ont cru en ce projet dès le départ, remercier la collectivité, les partenaires, le Conseil territorial, le Fonds européen de développement, mais tous ceux qui ont fait que ce projet aujourd'hui puisse être ce qu'il est, c'est-à-dire un projet structurant pour l'archipel avec, nous l'espérons, de réels débouchés possibles en termes économiques. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que ça a permis de redynamiser un bâtiment qui a une valeur historique importante et de proposer à des personnes de l'archipel d'aller se former en métropole pour passer notamment des qualifications de maître brasseur et de maître distillateur, ce qui est toujours plutôt agréable. Voilà, donc un projet global, cohérent, qui aujourd'hui encore est sur un marché porteur et qui, j'espère, trouvera bientôt un écho hyper favorable sur les tables et les référencements nord-américains. Voilà. Voilà donc 4 projets qui sont un échantillon de ce qui s'est fait ces dernières années, avec un projet industriel, un projet associatif, un projet public, un projet d'entrepreneurs de la restauration, et finalement à chaque fois des mailles pour créer ce tissu touristique et créer des emplois durables sur le territoire. On va libérer les équipes de SPM Première et les intervenants qui ne peuvent pas rester. On va faire une petite pause jusqu'à 17h40. Et donc on reprendra ici à 17h40 précise. Et si vous voulez, vous pouvez venir sur le devant de la scène. On va faire une petite photo, comme ça la Commission européenne sera contente et elle verra à quel point vous avez été nombreux. Merci.